La troisième partie de l'émission, les points sur les i jusqu'à 20h en ce dimanche soir. C'est l'heure de l'entretien de Yves-Henri Houffol qui reçoit ce soir le professeur Mickaël Perromort. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service urologie à l'hôpital Cochin et vous publiez Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. Merci donc d'être avec nous ce soir. Pourquoi avoir invité le professeur Perromort ce soir, Yvan ? Parce que le professeur Perromort sait de quoi il parle, c'est un expert. En plus, c'est un expert, mais c'est aussi un esprit libre et un esprit clair. Quand j'entends le professeur Perromort, je comprends tout. Et donc, dans cette crise un peu complexe, j'avais envie de l'entendre. Alors, les téléspectateurs le connaissent, vous êtes souvent sur des plateaux de télévision, et vous avez également été auditionné au Sénat très récemment, donc vous êtes une personnalité médicale reconnue, entendue, écoutée, peut-être pas suivie, je ne sais pas, on le verra. Et ma première question, elle était une question d'actualité, c'est-à-dire que nous avons là, cette semaine, vu que l'Assemblée nationale puis le Sénat avaient voté au pas de charge, à la hussarde, si je puis dire, ce pass vaccinal. Qu'est-ce que vous pensez de ce pass vaccinal? Vous semble-t-il utile? À titre personnel, je n'y suis pas très favorable, pour être honnête, pour trois raisons. D'abord, celle du principe. Le pass vaccinal induit de facto une discrimination sur un critère sanitaire, ce qui, pour le médecin que je suis, peut être dérangeant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le pass vaccinal, de l'avis de tous les experts, n'est pas utile pour contrôler l'épidémie, puisqu'on l'a bien vu, dans les pays qui sont les plus vaccinés, paradoxalement, la vague Omicron a été souvent la plus forte. Et puis, la troisième raison, c'est que ce pass vaccinal incite beaucoup de gens à se faire vacciner. C'est quasiment une obligation. Enfin, ça va devenir une obligation pour le coup. Et parmi les gens qui vont devoir se faire vacciner, eh bien, il y en a qui n'ont pas besoin d'être vaccinés. C'est-à-dire tous les gens qui sont jeunes, par exemple, qui n'ont pas de comorbidité. Pour moi, ceux-là n'ont pas à être vaccinés. Est-ce que vous laissez comprendre que ce pass vaccinal serait, dans le fond, un pass politique, serait un acte politique? C'est vrai qu'on est nombreux à penser que la gestion de cette épidémie devient de plus en plus politique, c'est-à-dire de moins en moins pragmatique, si je puis dire, pour être de plus en plus dogmatique. Ça, c'est une impression qu'on a tous. Et vous nous avez dit donc que vous remarquiez, vous aussi, que plus on vaccinait, plus l'épidémie s'enflammait. C'est un peu ça, c'est l'observation que vous faites. Est-ce que vous avez une explication médicale à ce Ça n'est pas moi qui le dis, hein. Comme vous savez, je ne suis pas expert en la matière, mais il y a ce fameux débat sur les anticorps facilitants. Vous savez que certains épidémiologistes et certains infectiologues ont mis en évidence que après une vaccination, il y avait un équilibre qui devait se faire entre les anticorps facilitants et les anticorps neutralisants. Et il semblerait qu'après un certain nombre de doses, eh bien, les anticorps facilitant l'infection puissent prendre le dessus, en tout cas dans certaines populations, et donc générer des infections. Vous n'écartez pas cette hypothèse, même si ce n'est pas votre spécialité. Ça n'est pas ma spécialité, mais il y a quand même des études qui ont tendance à suggérer cette notion, notamment au Danemark et en Allemagne. Et avez-vous tout de même une position également sur le fait qu'il faudrait ou non vacciner les enfants? Parce que c'est aussi ce problème-là qui a été posé cette semaine. Alors, moi, je n'y suis pas très favorable non plus, sauf bien sûr chez les enfants qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui seraient diabétiques ou obèses. Néanmoins, chez tous les autres, je pense que c'est tout à fait excessif. De mon point de vue, cette épidémie a surtout pointé comme facteur de risque l'âge et les comorbidités. Et je ne vois pas pourquoi des enfants en bonne santé se verraient imposer une vaccination, ce d'autant qu'il y a quand même un doute sur les effets secondaires à moyen et à long terme de ces injections vaccinales répétées. Ce n'est pas être complotiste que de dire ça, c'est juste un fait. Nous n'avons pour l'instant qu'un recul de 1 an et je ne voudrais pas qu'il y ait des effets indésirables dans les années qui viennent chez des enfants en bonne santé. Est-ce que vous nous dites, en disant cela, que ces vaccins sont encore des vaccins expérimentaux ? C'est un terme un peu impropre, mais c'est vrai que quand on voit au départ les contrats qui avaient été établis entre les tutelles et les laboratoires pharmaceutiques, eh bien, on comprend que la fin de la phase 3 surviendrait au cours de l'année 2022. Donc, encore une fois, je ne suis ni anti-vaccin ni complotiste, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a pas beaucoup de recul sur ce vaccin.
Pour l'instant, la politique du gouvernement est de dire, et le président de la République le répète 3 fois de suite à chaque fois, vacciner, vacciner, vacciner. Est-ce que la politique du tout vaccinal est une bonne politique, ou est-ce qu'il y a des solutions alternatives ? Pour moi, alors encore une fois, je ne suis pas épidémiologiste, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on aurait dû, dès le départ, cibler les efforts de vaccination sur les populations à risque. Il se trouve que cette épidémie ne touche pas toute la population, ne touche pas toutes les tranches d'âge. Elle touche vraiment les gens qui sont diabétiques, hypertendus, qui sont vasculaires ou qui sont âgés. Et donc, de mon point de vue, une stratégie pertinente pour régler cette épidémie aurait été, depuis le départ, de focaliser tous les efforts sur les gens à risque et de laisser tous les autres tranquilles. Et avez-vous une position médicale sur ceux qui disent qu'il y a aussi des soins préventifs qui pourraient être apportés à cette maladie, et c'est des soins qui ont été écartés par la politique gouvernementale? Je pense notamment au recours à l'ivermectine, parce que c'est un sujet qui est abordé maintenant assez régulièrement. À titre personnel, je n'ai pas d'opinion sur ce médicament-là, puisque je n'en prescris pas. Mais c'est vrai en tout cas que beaucoup de médecins généralistes se sont plaints d'être mis à l'écart par nos tutelles et de s'être vus refuser le droit à la prescription. C'est quand même une première dans notre pays, et on sent bien, durant toute cette épidémie, que la technostructure aurait pris le pas sur les bonnes pratiques médicales au contact des patients. Ça, c'est une certitude. Est-ce que l'on peut faire l'analyse que je serais tenté de faire, que le gouvernement a, dans le fond, instrumentalisé à l'excès une peur sanitaire qui ne valait pas tant de frayeur, me semble-t-il, sur les effets que produit le Covid, et ce sera d'ailleurs une question, afin de faire disparaître tous les autres sujets plus graves qui auraient pu se poser? Est-ce que vous avaliseriez cette analyse un peu polémique? Oui. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Moi, mon sujet, c'est l'hôpital. L'hôpital est en déliquescence depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de cette épidémie et du bruit qu'on en fait, eh bien, le sujet de fond, finalement, qui est celui de l'hôpital, est complètement mis à l'écart. Qu'est-ce qu'il aurait fallu poser comme problème pour répondre d'une manière beaucoup plus réaliste à cette crise sanitaire-là? Quel était le problème qui n'a pas été posé, qui aurait été évacué à travers cette hystérie sanitaire? Pour moi, les deux erreurs originelles, si je puis dire, au début de la pandémie, c'est de ne pas avoir d'abord ciblé la stratégie des mesures, d'une part, et d'autre part, de ne pas avoir essayé d'élargir les capacités hospitalières. On a bien vu que les confinements et d'une manière générale toutes les restrictions sanitaires étaient justifiées par le blocage qui était celui de la saturation des réanimations et des services hospitaliers. Et d'ailleurs, on a vu à cette occasion-là qu'on était assez peu doté en France. Eh bien, de mon point de vue, dès le départ, il aurait fallu élargir les capacités, ce qui aurait permis les capacités hospitalières, ce qui aurait permis peut-être de laisser respirer la société davantage. Oui, Véronique. Oui, la crise de l'hôpital, c'est la crise des capacités hospitalières, mais aussi des soignants, manque de personnel. Oui. Et ce problème existait avant la crise sanitaire. Donc on vous dit qu'il aurait fallu. Est-ce que dans l'urgence, on pouvait pallier ce manque ? Je pense qu'il y a 2 ans, au début de l'épidémie, on pouvait le faire encore, parce que même s'il manquait du personnel, on pouvait faire appel, en tout cas, à une réserve sanitaire, ne serait-ce que des gens qui sont partis, par exemple, à la retraite ou qui avaient changé récemment d'affectation. Là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible de constituer une réserve sanitaire parce que les effectifs à l'hôpital, en 2 ans, ont vraiment fondu comme neige au soleil. Et ce qui aurait peut-être été possible il y a 2 ans avec une très forte mobilisation ne l'est plus aujourd'hui. De quoi souffre très exactement l'hôpital public aujourd'hui? Quel est le mal qui le traverse? Alors, de beaucoup de choses, bien entendu, d'une rigidité du service public, des statuts, ça c'est sûr, mais à mon avis, avant tout, d'une suradministration. L'hôpital français est celui où il y a, parmi les pays de l'OCDE, où il y a le plus d'emplois non soignants. Ça représente 34% de tous les emplois. Vous voulez dire que dans chaque hôpital, plus d'un tiers des emplois sont des emplois administratifs? Pas que administratifs, aussi techniques, logistiques, mais en tout cas non soignants. Exactement. C'est une part absolument considérable. Et pourquoi un tel pourcentage? Que font ces gens? À quoi servent
Pour la plupart, pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. On a créé à l'hôpital beaucoup de strates, on a regroupé les services en pôles, on a regroupé les hôpitaux en groupements hospitaliers, puis les ARS sont venus là-dessus pour rajouter une couche. Bref, on a créé une espèce d'usine à gaz avec évidemment énormément de postes administratifs pour alimenter tout ça. Et donc, on a généré d'abord une gestion très, très déconnectée du terrain et les soignants se voient dépossédés de leurs prérogatives et il en résulte une forme de perte de sens, tout simplement, ce qui les fait partir. Et puis, le deuxième corollaire, c'est l'inertie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire réparer votre imprimante à l'hôpital, il va falloir parfois des semaines, si ce n'est des mois. Le gouvernement a fait en sorte de mettre le pays sous cloche durant 2 ans, au prétexte qu'il fallait faire en sorte de désengorger les réanimations dans les hôpitaux. C'était ça, oui. Et également de sauver des vies, naturellement. Mais si je vous entends, non seulement rien n'a été fait pour désengorger les hôpitaux, mais en plus, si j'entends les critiques, des lits ont été fermés l'année dernière, 5700 lits, paraît-il. Oui. Et du personnel hospitalier est aujourd'hui manquant, parce que certains de ces personnels refusent de se faire vacciner, ce qui est bien leur droit, et que d'autres sont découragés par précisément cette pesanteur administrative. Est-ce que vous confirmez cette vision ? Et quelle est dans le fond la solution que vous proposez, que vous proposeriez, que vous abordez dans votre livre pour pallier cette technocratie? Alors, je confirme que les fermetures de lits sont liées à 2 phénomènes. Il y a d'abord la poursuite de la politique de nos agences régionales de santé qui, depuis des années, veulent faire des économies sur les lits et donc réduisent, et ça continue, réduisent le nombre de lits, ça continue encore cette année. J'ai des exemples autour de moi. Et puis, il faut aussi dire qu'on ferme des lits aujourd'hui par manque de personnel. Vous avez l'association des 2 facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, des lits ne sont plus occupés, ne peuvent plus tourner à l'hôpital. Maintenant, pour ce qui est du remède à tout ça, je suis hélas assez pessimiste sur les années qui viennent parce que le mal est tellement profond qu'il va falloir du temps avant de rendre l'hôpital attractif. De mon point de vue, l'urgence est celle de la gouvernance, c'est-à-dire que je pense qu'il faut remédicaliser en fait les décisions et créer des services, revenir à l'autonomie des services. Il faut supprimer toutes les strates qui empêchent le bon fonctionnement de l'hôpital et revenir à l'autonomie des services en redonnant un peu de pouvoir aux médecins sans qu'ils en abusent et surtout en leur donnant une autonomie de budget, ce qui n'arrive pas dans notre pays. Ce qui caractérise vraiment la France, c'est que les médecins sont sans arrêt obligés d'aller quémander, parfois même pour des tout petits budgets. Ça prend des mois, voire des années pour obtenir ce qu'on veut. Il y a des pays en Europe et a fortiori dans les pays anglo-saxons où les chefs de service sont des vrais gestionnaires avec une autonomie d'organisation et des budgets. Je pense que la vraie réforme de l'hôpital, elle est là. Est-ce que vous ouvrez la porte à une sorte de privatisation de la gestion de l'hôpital public? Non, je pense que l'État doit rester garant du bon fonctionnement des hôpitaux et doit fixer les règles générales. Ça me paraît être du bon sens, puisque tout ça, finalement, est financé par la collectivité. En revanche, je pense qu'il faut faire confiance aux gens de terrain, c'est-à-dire les responsables médicaux, qui seraient bien sûr accompagnés d'un cadre administratif. Tout ça ne serait pas un chèque en blanc donné comme ça ad vitam. Il faut bien sûr un bon contrôle des budgets. Mais l'initiative doit revenir finalement à la main du corps médical. C'est-à-dire que les chefs de service doivent vraiment retrouver un rôle de chef. C'est ce qui manque à l'hôpital. C'est ce qui manque aussi et ce qui faisait sa grandeur il y a 30, 40 ans, ce que vous avez connu quand vous avez commencé. Voilà. Et il est où ce supplément d'âme qui manque? Parce que ça, c'est pas de la technicité, c'est pas de la bureaucratie. Comment on retrouve la grandeur de l'hôpital français? Est-ce que c'est possible? C'est, à mon avis, difficile. Ça va encore prendre du temps. Moi, je sais, tout ce que je sais, c'est jusqu'à il y a environ 20 ans, les personnels étaient heureux de travailler à l'hôpital. On avait un sentiment d'appartenance à une équipe et surtout le patient était au premier plan. Tout ce qu'on faisait, c'était pour le malade. Aujourd'hui, tout ça a été dissipé sous les tâches administratives et les procédures. Les médecins sont finalement aux ordres de l'administration. Les infirmières sont utilisées comme des pions. On les déplace d'un service à l'autre pour combler les manques et plus personne ne retrouve de sens à son métier. C'est-à-dire que le patient, qui est quand même notre préoccupation première, est passé au second plan. Et aujourd'hui, on s'occupe de quoi? De procédures, de réunions,
de normes. L'hôpital a perdu toute sa saveur. Est-ce qu'il y a un exemple dans d'autres pays qui pourrait effectivement nous permettre de nous identifier à un idéal d'hôpital? Figurez-vous qu'il y a un exemple en France, c'est l'hôpital de Valenciennes. Le directeur de l'hôpital de Valenciennes a voulu confier la plupart des responsabilités aux responsables médicaux, justement, et même en leur attribuant un budget. Bien évidemment, les chefs de service utilisent ce budget comme ils veulent pour recruter, pour s'équiper, mais en revanche, ils ont des comptes à rendre à la direction financière. Et on s'aperçoit que non seulement les gens là-bas à Valenciennes sont plus heureux de travailler à l'hôpital qu'ailleurs, mais qu'en plus les comptes, les budgets sont à l'équilibre. Est-ce que vous nous décrivez, j'imagine que le gouvernement le voit aussi, il doit savoir ceci. Est-ce que vous avez une explication de cet immobilisme du gouvernement qui a dépensé des milliards effectivement pour pallier cette crise sanitaire, qui en a mis également d'ailleurs dans l'hôpital à travers le Ségur, mais qui n'arrive pas à aller au cœur de ce problème que vous nous décrivez d'une manière très claire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, le ministre lui-même se heurte aux barricades administratives. Je pense qu'il est entouré d'une ribambelle de hauts fonctionnaires qui font barrage un peu partout. Et je crois que quand l'administration s'installe quelque part et qu'elle prolifère, eh bien malheureusement, c'est très difficile de revenir en arrière. Eh bien, merci professeur d'être venu ce soir dans les points sur les i en ce dimanche soir. Mickaël Perromort, chef du service urologie de l'hôpital Cochin. On le rappelle, je rappelle également votre dernier livre, le voici à l'écran, Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit, ce qui doit changer. C'est publié chez Albin Michel. C'est la fin de cette émission.